Donc je m'appelle Tania Lafort, je suis la responsable de ce centre de formation réactive à Chavano, à côté d'Annecy. Je suis infirmière de formation, très longtemps j'étais infirmière, et j'enseigne donc dans ce centre la PNL, l'hypnose, la cohérence cardiaque. Et donc d'autres personnes enseignent aussi l'analyse transactionnelle, l'énéagramme, bref. C'est un centre de développement personnel et professionnel. On intervient aussi en entreprise et donc j'ai aussi un cabinet dans lequel je reçois des personnes, dans lequel j'utilise tous les outils que je transmets. Voilà. L'idée donc cet été, c'est l'université d'été et on en profite pour faire le mois du développement personnel, pour vous donner un certain nombre d'outils. Alors c'est sûr qu'on a 1 heure ensemble et en 1 heure on ne va pas faire un cours sur l'analyse transactionnelle, c'est une découverte et je ne vais pas pouvoir aller sur tous les domaines de l'analyse transactionnelle parce que c'est vaste. Par contre je vais faire des liens avec des comportements, avec la PNL. Qu'est-ce que ça apporte l'un et l'autre, si ça vous va comme ça, et je répondrai bien sûr à vos questions. Donc, effectivement, je l'ai noté parce que j'oublie souvent de dire quand sont nos formations, en fait. Entrez, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Voilà. Donc l'analyse transactionnelle, c'est vraiment un courant analytique. L'analyse transactionnelle a été mise au point par Eric Berne, que vous voyez ici, dans les années 60, psychiatre canado-américain, qui a été formé à la psychanalyse et qui n'a pas eu son diplôme de psychanalyste et qui a voulu finalement rendre accessible toutes ces données à tout à chacun. Son idée était de rendre la compréhension de l'être humain et notamment des relations humaines pour tout à chacun, et je trouve que c'est une très bonne idée, un petit peu comme dans la PNL, la programmation neurolinguistique. Eh bien, Bandler et Grinder ont voulu rendre tous ces outils accessibles à tout public, n'ont pas voulu le laisser uniquement dans un cursus paramédical ou psychologique, etc. Donc c'est bien parce que ce sont des outils en termes de développement personnel qui vont beaucoup nous aider. Donc Eric Berne, là, dans l'analyse transactionnelle, on est vraiment, ça porte son nom, c'est analyse. On va comprendre le fonctionnement humain, comprendre les théories de la relation, comprendre les besoins et comprendre aussi nos comportements. Et d'ailleurs, l'atelier, c'est mieux se comprendre, mieux se connaître avec l'analyse transactionnelle. Ce qui est intéressant, moi j'aime beaucoup les deux, je me suis formée en PNL dans un premier temps, puisque la PNL, la programmation neurolinguistique, apporte vraiment des outils de compréhension avec une grille de lecture du comportement humain, de la communication, des stratégies de réussite, et aussi des outils de changement. L'analyse transactionnelle apporte beaucoup d'outils de compréhension au premier niveau. Et c'est vrai qu'en fonction des formations qu'on va faire, parfois on va mieux se comprendre, on comprend mieux les interactions, et parfois en même temps on ne sait pas comment changer. D'accord ? Donc la prise de conscience de nos fonctionnements est un premier pas vers le changement. Parfois c'est suffisant, parfois ça ne l'est pas. Et c'est là où la richesse de la PNL est intéressante, puisqu'on va avoir des outils de changement pratico-pratiques. En tout cas, tout est intéressant, il n'y a pas que la PNL dans la vie, et je pense que tous ces outils, quand on les met bout à bout, ça permet vraiment de mieux se connaître et d'avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité de relation. Alors, la cartographie qu'on va voir ensemble, et la PNL, l'outil de la PNL, c'est la modélisation, c'est-à-dire que je vais observer le comportement, l'attitude, la façon de penser, la façon de réagir d'une personne pour comprendre quelles sont ses stratégies de réussite et aussi quelles sont ses stratégies qui entretiennent des blocages ou un manque de résultats, pour faire très simple. Il y aura d'autres conférences sur la PNL, aujourd'hui c'est l'analyse transactionnelle. Je vais quand même faire un lien, puisque ceux qui sont déjà venus à ces formations ou ceux qui me suivent sur YouTube ont vu déjà un schéma que j'appelle la notion du modèle du monde. Et je vais faire le lien avec l'analyse transactionnelle puisque c'est intéressant de le faire comme ça. Vous avez vu ce schéma qui vous dit que finalement, nous captons nos informations, les informations que nous avons à l'extérieur. Si notre cerveau était un ordinateur, je capte des éléments visuels, auditifs, kinesthésiques, je capte mon environnement avec mes 5 sens, d'accord ?
Et puis ce que je vais capter de mon environnement, ça va me donner une interprétation qui va me donner une émotion, qui va me donner un comportement. Vous êtes d'accord? Je ne vais pas tout refaire dans le détail. Pour ceux que ça intéresse et ceux qui nous suivent actuellement sur le live, allez voir sur la chaîne YouTube, il y a vraiment j'explique vraiment en détail tout ce fonctionnement. Aujourd'hui, je vais faire très simple parce que l'idée, c'est d'aller plus focaliser sur l'analyse transactionnelle. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est en fonction de mes expériences passées, de mes croyances, de mes valeurs, je vais avoir une certaine interprétation des choses qui va entraîner un état interne et qui va entraîner un comportement. D'accord? Si je donne un exemple, si dans ma jeunesse, on m'a appris, mes parents, avec plein de bonnes intentions, m'ont appris un garçon, ça ne pleure pas. D'accord? Je deviens adulte, donc dans mes croyances et dans mes expériences, un garçon, ça ne pleure pas. Je vais vivre une situation dans laquelle il serait normal d'être triste. Eh bien, en fonction de cette croyance qui est souvent inconsciente, mon état interne, eh bien, plutôt qu'être triste, je vais le remplacer par de la colère parce que ça, j'y ai eu droit. Parce qu'un garçon, ça doit être fort et un garçon, ça peut du coup être en colère. Et du coup, je vais peut-être avoir un comportement différent. Vous voyez un petit peu pour faire le lien entre les deux? Je fais très simple. Donc, dans l'analyse transactionnelle, eh bien, Eric Berne, a donné plusieurs axes, les besoins de base, les signes de reconnaissance, les scénarios de vie, les injonctions, les états du moi, que je vais vous détailler de façon différente. Bien entendu, je ne pourrais pas tout aborder en 1 heure, c'est pour ça qu'il va falloir faire des choix. L'idée, c'est de comprendre finalement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux avoir tel ou tel comportement dans ma vie ou telle façon d'être en interaction. Donc, je ne vais pas tout vous donner, mais du coup, ce que j'ai préparé, c'est je vais le faire comme ça, sous forme de mind mapping, pour aborder 2 ou 3 thèmes qui nous permettront, voilà. Donc, pour Eric Berne, il part du principe qu'on a 3 soifs dans la vie, 3 soifs, c'est-à-dire 3 besoins quelque part auxquels on doit absolument répondre. Le premier besoin, c'est effectivement la stimulation des 5 sens. Nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de contact humain, nous avons besoin d'être en relation avec les autres. Le besoin aussi de reconnaissance, et vous avez peut-être entendu parler en analyse transactionnelle des STROC, des besoins de reconnaissance, qu'on appelle nous les marques d'attention. Et on a aussi des besoins de structurer le temps. Comment est-ce qu'on va structurer notre temps? Eric Berne va parler des signes de reconnaissance, des positions de vie. On va voir qu'on peut avoir différentes positions dans la vie. On peut être moi je suis plus supérieur à toi, toi tu es inférieur à moi, etc. etc. Je ne vais pas tout détailler et du coup je vais être obligée de faire des choix. Je vais peut-être commencer par les mini-scénarios. Tiens. Aujourd'hui, on fait les mini-scénarios. Les mini-scénarios, donc en fonction de, finalement, pour Eric Berne, l'enfant naît avec toutes les possibilités du monde. Et j'aime beaucoup la comparaison que fait Miguel Ruiz avec les accords Toltec. Il parle de la domestication humaine. C'est-à-dire que l'enfant naît avec tout un tas de possibilités et en fonction de son éducation, en fonction de la culture, en fonction des messages qu'il a reçus ou ceux qu'il a interprétés, il va développer des façons de penser, des croyances, des façons d'être. Et on va voir qu'on va avoir des drivers, des mini-scénarios, qu'on va avoir des injonctions. Ces injonctions, bien entendu, c'est-à-dire les messages qui sont passés par l'environnement, sont souvent complètement inconscients. Avec plein d'envie de bien faire en tant que parent, eh bien, on peut faire passer des messages qui ne sont pas adaptés, en tout cas pas utiles pour que l'enfant se développe bien. Et puis, il n'y a pas que nous, il y a aussi les figures d'attachement, puis il y a aussi l'école, il y a tout l'environnement hein, qui compte. Et honnêtement, quand on fait de l'analyse transactionnelle, il vaut mieux faire l'analyse transactionnelle après avoir fait des enfants.
Sinon, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur faire? Certaines personnes, par exemple, ont développé un driver qu'on appelle le soi parfait. Comment est-ce qu'on développe un soi parfait? Donc on retrouve le soi parfait chez les perfectionnistes, par exemple, de l'énéagramme, les profils 1 de l'énéagramme. La personne qui est plutôt en soi parfait, elle a entendu dans son enfance, elle a entendu que si tu veux être aimé, il faut que ce soit parfait. D'accord? Et elle a compris ça. Ce n'est pas forcément ce qu'ont voulu dire les parents ou les figures d'attachement, mais c'est ce qu'elle a compris. Et la personne qui a un soi parfait, pour le coup, c'est pas facile comme ça, elle va avoir certaines qualités avec des valeurs de droiture, réalisation, autonomie, succès. Et puis, son injonction, c'est vraiment ça, c'est ne fais pas d'erreur, ne sois pas naturel, ne sois pas enfant. Sans S, c'est mieux. Ne sois pas enfant. C'est quelqu'un, ça peut être par exemple dans les comportements au niveau des parents. Vous savez, c'est à l'école, peut mieux faire. D'accord? C'est l'enfant, j'ai autour de moi quelqu'un qui vient d'avoir son bac et qui a en plus été absent à l'école pendant 2 ans. Et donc, pas facile de reprendre situation scolaire. Il vient d'avoir son bac, il appelle sa maman en lui disant « j'ai mon bac ». La première chose qu'elle lui dit « mais t'as pas eu de mention ». Voilà, alors l'intention n'est certainement pas négative, mais en tout cas, vous êtes d'accord, les messages qu'on va laisser passer vont conditionner notre façon d'être. Et le soi parfait, l'enfant qui a eu un message soi parfait a entendu ce type de réflexion. Tu peux faire mieux, c'est pas assez bien, c'est pas comme ça qu'on fait, etc., etc. Et du coup, alors le soi parfait, ça va être utile aussi dans la vie, ça va nous rendre service, puisqu'on va avoir plein de qualités. Et l'antidote du soi parfait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a ce qu'on appelle un driver, ça peut être intéressant de connaître un petit peu l'antidote, c'est-à-dire que fais de ton mieux. Si on devait donner un conseil pour équilibrer un petit peu tout ça, ce serait de dire à l'enfant « fais de ton mieux ». Vous voyez un petit peu l'idée? Il n'y a pas un bon ou un mauvais, c'est-à-dire que le soi parfait dans un certain contexte, ça va être très utile, mais quand c'est trop, toutes les qualités à excès deviennent des défauts, tous les défauts, les défauts dans un autre contexte peuvent être des qualités, on est d'accord. Donc il n'y a pas de jugement, c'est simplement s'auto-observer pour se dire où est-ce que moi je me situe et comment Donc on va faire un petit tour puis vous allez me dire où est-ce que vous vous retrouvez vous, d'accord? Parfois on a du fait plaisir. Le fait plaisir, ça c'est que quand avec plein de gentillesse, maman ou papa dit « Oh, t'es gentil, tu fais plaisir à maman, c'était vraiment gentil, t'es vraiment un gentil garçon, etc. etc. » Et l'enfant enregistre finalement que pour être une belle personne, il faut faire plaisir. D'accord? Alors c'est bien parce qu'on va faire des gens aidants, etc. Par contre, alors avec des valeurs qui vont être des valeurs plutôt de considération, de gentillesse, de service, et avec, parfois, ça va être des gens qu'on retrouve souvent dans les profils 2 de l'énéagramme. C'est des gens qui vont beaucoup aider, beaucoup faire plaisir, et qui parfois vont s'oublier eux-mêmes. D'accord? Parce que quelque part, inconsciemment, s'ils ne rendent pas service, ils vont avoir peur d'être rejetés. Ce sont des personnes qui peuvent avoir du mal à dire non. C'est difficile de dire non. Les autres sont prioritaires à moi parce que quelque part, inconsciemment, l'enfant que j'étais, si je veux être aimé, il faut que je fasse plaisir. Peut-être vous vous retrouvez un petit peu là-dedans, ou pas. Vous allez me dire où vous vous retrouvez. On en a tous des drivers. Il y en a un autre aussi qui est intéressant, c'est le soi fort. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le garçon qui a entendu « un garçon, ça ne pleure pas ». Et du coup, pour réussir, il faut être fort. Et ce qui est là, ce qui est un peu... et du coup, pour être bien, il faut être fort. Ce qui veut dire, ça peut développer par exemple une personnalité où si c'est simple, c'est pas bien. Donc vous pouvez avoir des personnes qui inconsciemment vont se mettre dans des situations où ils vont devoir prouver qu'ils sont forts, alors qu'ils pourraient faire les choses très simplement et dans le confort. Le confort, finalement, voilà, c'est soit fort. Vous voyez un petit peu le truc, l'idée?
Parce qu'on est drivé, ça s'appelle des drivers, inconsciemment. Alors moi j'en ai un qui me ressemble bien, là, c'est le dépêche-toi. Je pense savoir d'où ça vient, je suis issue d'une famille de 15 enfants, donc ma mère, j'entendais régulièrement dire « dépêche-toi ». Voilà. Et bien aujourd'hui je me dépêche tout le temps, n'est-ce pas Marine? Je me dépêche. Je me calme, hein, ça y est, 57 ans, hein, il a fallu du temps pour me calmer. Mais j'ai tendance effectivement à faire les choses rapidement. Il faut que ça aille vite, il faut que ça avance, etc. J'ai un driver, dépêche-toi. Je sais à peu près d'où ça vient. Pareil, ça a un intérêt parce que je suis capable de faire beaucoup de choses, de les faire rapidement. Par contre, je peux saouler mes collaboratrices, Marine vous le confirmera, parce qu'il faut que ça aille vite. Et dans certains contextes, aller vite, c'est bien. Dans d'autres contextes, aller vite, ça ne rend pas service. Vous êtes d'accord? Je suis en train d'écrire un livre qui va bientôt sortir sur les peurs. Et donc, fais vite, dépêche-toi en écrivant un livre, c'est pas possible. D'accord? J'ai été obligée d'apprendre à me poser, d'apprendre à faire en petit à petit, d'apprendre à prendre son temps, à prendre mon temps. Ok? Donc, sois parfait. On va avoir aussi des faits forts. Alors, fait fort, c'est pareil. On a entendu, c'est peut mieux faire, fait fort. Peut mieux faire. Peut mieux faire, on peut l'avoir sur fait fort, on peut l'avoir aussi sur sois parfait. D'accord? J'ai un client qui me disait la vie est une tartine de et donc tu vas en manger une part tous les jours. D'accord? Donc il a entendu ça de ses parents, de ses grands-parents. Donc forcément, il est dans l'effort. Et du coup, quelque chose qui est trop facile ne fait pas de lui une personne correcte. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc on a un petit peu ces drivers-là. Donc tout ça, hein, l'antidote, c'est réussir à ta mesure. Pour chaque driver, on va avoir finalement un antidote. Si vous avez un driver soit parfait, essayez d'entendre, fais de ton mieux. Si vous avez un driver fait plaisir, essayez d'entendre, pense à toi aussi. D'accord? Si vous avez un driver soit fort, essayez aussi, sois ouvert, prends soin de toi. Tu n'es pas obligé d'être fort, la vie peut être aussi simple. Si vous avez un driver, dépêche-toi, prends ton temps. Si vous avez un driver fait fort, réussis à ta mesure. Excusez-moi pour les erreurs de frappe. Ça va? Alors, quels sont vos drivers, mesdames et messieurs? Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans certains drivers? Non, oui. Alors vous, dites-moi si c'est... Sois parfait et fais plaisir. Sois parfait et fais plaisir. Alors, sois parfait et fais plaisir, c'est le duo gagnant pour faire un bon burn-out. Ah ouais. C'est parfait. Bah oui, parce qu'il faut être parfait et en plus, il faut d'abord s'occuper des autres. D'accord? Donc, c'est un bon duo, ça, pour... ça... Voilà. Il y en a d'autres comme ça qui se sont repérés? Ouais, pareil, sois parfait et fais plaisir. Sois parfait, fais plaisir, très bien. Il y en a d'autres comme ça? Oui, oui. Il n'y a pas des dépêche-toi, je me sens seule là. Dépêche-toi. Un peu les 5. Un peu les 5, ah bah le cumul. Certains et d'autres me parlent un peu plus, mais... D'accord, ok. Donc voyez, en fonction des... Ce qu'il faut entendre, c'est qu'en fonction des messages qu'on a entendus, finalement, on va développer des comportements. D'accord? Et c'est vraiment quelque chose d'inconscient. Et vous voyez un petit peu la responsabilité qu'on a en tant que parent. Ben, je dis, hein, si j'avais fait l'analyse transactionnelle avant d'avoir des enfants, je n'aurais jamais fait d'enfants, hein, ça c'est sûr. Je voudrais aborder maintenant peut-être quelque chose qui peut vous intéresser, c'est les jeux psychologiques. Hein. Ou plutôt les jeux psychologiques. Ça vous parle, ça, les jeux psychologiques? Est-ce que vous connaissez la notion du triangle de Karpman? D'accord? Ça vous parle, ça, le triangle de Karpman? Alors, les jeux psychologiques sont vraiment très intéressants dans les relations, dans les interactions. On parle aussi, il y a deux choses dans les interactions qui sont très intéressantes, c'est les états du moi. On parle de l'état du moi parent, adulte, enfant. D'accord? Et donc, Eric Berne, finalement, a comparé les états du moi à ce que Freud avait appelé le surmoi, le ça et le moi. D'accord? C'est un petit peu comme si, à l'intérieur de nous, vous avez une partie de nous qui est
qui a plutôt des pulsions, qui est plutôt dans le plaisir et dans les pulsions, c'est la partie enfant. Vous avez une partie de nous qui est plutôt raisonnable, qui fait la part des choses. C'est plutôt la partie adulte qui analyse, qui pèse le pour, le contre, qui est un peu plus sage. Et puis la partie plutôt parent, qui peut être un parent cadrant ou un parent nourricier. D'accord ? Alors si je compare, alors je vais essayer de revenir sur mon diaporama. Hop, s'il veut se baisser, oui. Il est où ? Voilà. Là, je vais revenir sur mon diaporama, ce sera plus facile pour vous expliquer. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon? L'idée, c'est effectivement, si on compare, je vais vous enlever ça, si on compare à ce que Freud disait, la partie enfant, c'est la partie adulte, le parent, c'est plutôt le surmoi. Ça représente la conscience morale, l'intériorisation, etc. Et ça va agir plutôt, il y a une partie de nous qui agit comme un juge ou comme un censeur. D'accord? Si je fais une comparaison, donc Eric Berne en parle plutôt en tant que parent. La partie adulte, c'est plutôt le moi, pour faire une comparaison. C'est la partie qui est le médiateur entre les deux autres parties, d'accord, entre le surmoi et le ça. Et chez nous, on va l'appeler la partie adulte. Et puis le ça, eh bien, c'est la partie enfant, c'est le désir, les pulsions, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'on va passer dans différents états. On parle des états du moi, en fonction des situations, en fonction des journées. Et dans les interactions sociales, parfois, on peut avoir, notamment en management par exemple, dans la façon de parler, on entend que parfois j'ai une posture d'adulte, parfois je vais avoir une posture de parent nourricier, parfois de parent plutôt cadrant, parfois d'enfants, etc. Et on passe par différents entiers de moi. Et l'idée de l'analyse transactionnelle, quand on apprend l'analyse transactionnelle, quand vous venez en formation, c'est de repérer un petit peu dans quel état je suis, de repérer dans quel état l'autre en face est, et ça va se repérer par les mots qui sont utilisés et par l'attitude. Et l'idée, c'est qu'il y a des interactions qui vont se faire entre deux personnes, et si je parle à une personne, par exemple, en parent normatif, en disant c'est comme ça qu'on fait, j'ai une chance d'avoir en face un enfant soumis ou un enfant rebelle. Donc en fait, c'est les interactions, les jeux qui vont se mettre en place, et le fait de comprendre ça, c'est se comprendre soi-même pour adapter sa posture, et c'est aussi comprendre les personnes. L'idée, ce sera toujours, bien souvent en tout cas, de revenir dans une posture d'adulte, voyez, surtout dans les postures de management. Alors, je ne parle pas dans la posture familiale quand vous êtes parent, dans le contexte familial, etc. Mais en tout cas, en posture de management ou entre collègues, l'idée, ce sera de ne pas tomber dans ces états, que ce soit dans ces états-là, et pour être le plus neutre, revenir dans une posture d'adulte. Vous êtes d'accord? Alors, l'enfant, quand on est dans la posture d'enfant, l'enfant, il est plutôt dans l'émotion, il est plutôt dans le ressenti, d'accord? Et puis on va avoir plusieurs types d'enfants. Vous avez l'enfant qui va être un enfant soumis, et parfois on peut avoir une posture d'enfant soumis, c'est quand je réponds à l'autorité et je ne donne pas mon point de vue quelque part. On peut aussi avoir une posture parfois d'enfant rebelle, et il y en a certains d'entre nous qui sont plus rebelles que d'autres, qui vont activer plus facilement cette partie enfant rebelle, ceux qui vont aller contre les lois, qui ne sont pas d'accord. Si je te dis de faire ça, je vais faire le contraire, n'est-ce pas? Ça vous parle tout ça? Et puis l'enfant libre, quand on est dans notre enfant libre, c'est le moment où, voilà, moi quand vous me voyez en formation, je vais me mettre à chanter dans la salle, et voilà, ça c'est mon enfant libre qui s'exprime. On a tous ça à l'intérieur de nous. Certaines parties de nous s'expriment à différents moments. L'idée, c'est qu'ils s'expriment quand même au bon moment. Et puis, certains ont développé plus un côté que l'autre. Vous êtes d'accord? Le parent,
eh bien on peut avoir deux postures de parents. Le parent nourricier, ça c'est quand on est justement les profils 2 de l'énéagramme, c'est l'effet plaisir. C'est quand je m'occupe plutôt des autres. Et par exemple, si moi je vois mon côté parent nourricier dans le centre de formation, eh bien vous allez voir que je vais toujours faire attention à ce que tout le monde se sente bien. Là, j'active mon parent nourricier. Je vais faire attention à ce qui est les petits croissants, les petits gâteaux. Ceux qui sont là confirmeront. C'est mon côté parent nourricier, d'accord? Que j'active assez facilement. Je peux activer mon parent nourricier aussi avec mes enfants, bien entendu. Et puis parfois, on peut aussi activer son parent normatif. Ben là, c'est quand je mets du cadre, quand on met de la structure, et quand on met c'est comme ça. Donc parfois, on est là-dedans, et parfois, on va être plutôt dans l'autre. D'accord ? Je vous fais très simple. Hein. Là, je vous explique. J'essaie de vous donner le maximum en peu de temps. Donc ça nécessiterait d'aller plus vers des exemples concrets. Ça, c'est ce que vous aurez quand vous serez en formation pour vraiment vous repérer dans des situations de la vie courante et pour faire la part des choses. Et puis, eh ben justement, ce moi adulte, c'est celui qu'on essaie d'aller chercher souvent, plus souvent. C'est effectivement quand on est plus en interaction avec la réalité, quand on est plus dans la logique, l'analyse factuelle, qu'on prend du recul, qu'on n'est pas dans l'émotionnel de l'enfant, et qu'on n'est pas dans le trop gentil du parent nourricier ou le castrateur du parent normatif quand il est trop normatif. On est OK ? Et donc l'idée, c'est d'avoir une émotion complètement appropriée. Eh bien, on sait que, vous voyez, dans les interactions, c'est ce qu'on essaie d'étudier en analyse transactionnelle, et c'est très intéressant de comprendre ce système relationnel dans nos interactions, c'est effectivement de savoir la façon dont je parle, qu'est-ce que ça va susciter chez l'autre? D'accord? La façon dont je parle à un collègue, la façon dont je parle à mes enfants même, qu'est-ce que ça va susciter chez lui? Et la façon dont on me parle, qu'est-ce que ça va susciter chez moi? Ça en dit pas mal sur notre personnalité. Donc c'est très intéressant de comprendre l'analyse transactionnelle pour ça, de savoir comment on se positionne. Et ça, je vais passer dessus. Je voulais revenir sur les jeux psychologiques, parce que je pense que les jeux psychologiques, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Alors, il y a un film qui est très bien fait sur les jeux psychologiques. Un film qui s'appelle Oui mais. Ça vous dit quelque chose? Oui, moi je l'ai vu. Vous l'avez vu, Oui mais? Oui mais avec Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, le film 8 mai. Les jeux psychologiques, en fait, on va dire qu'on a différents niveaux relationnels. Eric Berne parle de différents niveaux relationnels. Un de ses livres, c'est « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» pour étudier un petit peu les interactions sociales. Et on voit que dans notre vie, on a différents comportements. Parfois, on a des comportements de retrait, où on va être plutôt dans son coin, plutôt dans sa bulle, plutôt dans une posture d'observateur. Après, on va avoir certains comportements, je remets parce que je ne les ai pas en tête, les rituels. Hop là, je ne les trouve plus, bon c'est pas grave. Je ne les ai plus tous en tête, mais les rituels, c'est quand on se dit bonjour, bonsoir. D'accord, comment ça va, il fait beau dehors, oui, c'est une petite interaction sociale comme ça, toute simple. Les activités. Et puis on va avoir un moment où on peut aussi tomber dans les jeux psychologiques. On a différents systèmes. Et les jeux psychologiques, alors là, on y tombe dedans, souvent bien inconsciemment. Et pour bien comprendre ça, je vous recommande de voir le film Oui mais. Alors c'est un film avec Gérard Jugnot et on parle encore en franc, donc c'est pas récent. Et les jeux psychologiques, eh bien on va avoir différentes postures. C'est le triangle de Karpman, ça vous dit quelque chose ça? Triangle de Karpman, certains oui, certains non. Eh bien vous avez trois postures. Vous avez la posture de la victime, vous avez la posture du persécuteur et vous avez la posture du sauveur. C'est-à-dire qu'on constate que finalement dans notre vie, bien sûr tout ça c'est inconscient, vous avez des gens qu'on va retrouver plus facilement ou à des périodes de notre vie, plutôt dans une posture de victime. La posture de victime, c'est toujours la faute des autres, d'accord ?
Et souvent, la victime va attirer à elle, donc c'est toujours la faute des autres, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, dans sa façon de se tenir. La victime, c'est quelqu'un qui a des difficultés, c'est quelqu'un qui ne va jamais trouver de solution. Et dans ce film 8 mai, d'ailleurs, on voit très bien, il y a une interaction entre deux collègues de travail, deux jardiniers, et il y en a un qui dit oui, ben moi, je ne peux pas prendre de congé, je ne peux pas sortir avec ma femme parce que les enfants en bas âge, etc., etc. Et son collègue lui répond, t'as qu'à prendre une nounou. Oui, mais tu sais bien, une nounou, ça coûte cher, etc. T'as qu'à demander à ta mère. Bah oui, non, mais ma mère, etc. Et l'autre finit par lui dire, oui, enfin, si tu veux pas trouver de solution, alors, voilà. Et l'autre, bah oui, c'est facile. Donc, ce qui s'est passé dans ce jeu, par exemple, psychologique, c'est que le premier se mettait dans une posture de victime. Vous êtes d'accord? Oui, c'est pas facile, j'y arriverai jamais, etc., etc. Du coup, le deuxième était d'abord dans une posture de sauveur, en essayant de trouver des solutions pour la victime, qui n'a rien demandé, qui avait juste besoin de parler. Et puis, comme la victime, ça ne lui convient pas, eh bien, il va passer en persécuteur en lui disant de toute façon, si tu ne veux pas t'en sortir, c'est ton problème. Observez-vous dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Eh bien, on se retrouve dans notre vie, parfois, dans ces postures, et après, on a notre style. C'est-à-dire qu'en fonction de nos profils, par exemple, d'énéagramme, le profil 2, il va avoir plutôt tendance à se retrouver par ici, assez facilement. Puis en fonction de notre niveau de stress, on va pouvoir tomber dans des pièges relationnels. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà observé ce genre de choses? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir rendre service, aider quelqu'un qui vous a jamais rien demandé, et puis finalement de vous en prendre une parce que c'était pas sa demande? Ça vous parle ou pas? Ouais, hein. Donc effectivement, on va avoir différentes postures. Et finalement, c'est un jeu psychologique parce que ça va tourner. Mais alors, qu'est-ce qui fait que je vais être dans ces différentes postures? Eh bien, ça va dépendre de mes histoires de vie. Et d'ailleurs, dans ce film 8 mai que je vous recommande vivement, on explique simplement que c'est les apprentissages de ma vie qui ont fait que j'ai été dans ce type de posture. Et quelque part, c'est la seule façon que j'ai parfois de retrouver de la reconnaissance. On a tous un besoin de reconnaissance, d'accord? Et parfois, en fonction des histoires de vie, eh bien c'est comme ça que j'ai conclu que j'allais trouver ma reconnaissance. D'accord? Donc c'est très intéressant de les repérer, les jeux psychologiques, parce qu'il y a un truc à faire, c'est ne pas rentrer dedans. Parce que dès que vous mettez un pied dans ce système, c'est cuit. Vous êtes d'accord? Si vous commencez à jouer un rôle de sauveur, forcément, vous allez à un moment devenir persécuteur. Si vous êtes toujours dans un rôle de victime, c'est intéressant de s'en rendre compte pour reprendre votre responsabilité, reprendre du pouvoir. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est toujours ici. Alors je m'amusais, je me suis amusée l'autre jour. Enfin, je m'amusais, c'est pas drôle, mais chacun son truc. Pour pas rentrer dedans, alors moi j'avais tendance, parce que j'ai quand même un naturel un peu sauveur, faut bien le dire. Et puis en plus, avec mon métier de coach, forcément, je vois des opportunités. Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? Forcément, je suis tombée là-dedans. Pourquoi tu ne vois pas un thérapeute? Tu sais, il existe des solutions aujourd'hui, il y a des thérapies qui marchent, etc., etc. Oui, mais avec toi, c'est toujours pareil. Non, ça ne sert à rien, etc. Je suis complètement tombée là-dedans. Le seul truc que je me suis amusée à faire un jour pour savoir si j'arrivais à en sortir, c'est de dire, j'ai joué à la comédie, je me suis amusée en lui disant, c'était très drôle du coup, c'était pour tester. Oui, mais ma vie, moi, tu la connais pas. Et tu sais pas, moi, ce que je vis. Tu sais pas si moi, j'ai des problèmes. Parce que tu sais pas ce qui se passe dans ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était très drôle. Pouf! Elle est passée en rôle de sauveur. Et donc, c'était juste pour constater que ce triangle marche très bien. Les personnes qui ne veulent pas être aidées, ne les aidez pas. C'est pas le moment ou c'est pas la bonne personne, etc. L'idée, c'est de redonner la responsabilité à la personne et de ne pas rentrer dans le système. D'accord?
Les marques, alors qu'est-ce qui fait que finalement on entre dans ces systèmes? Bien, c'est nos expériences de vie. Nos expériences de vie, les conclusions qu'on a tirées de nos expériences de vie inconscientes. Et dans les besoins que nous avons, dans ce que décrit Eric Berne comme les besoins que nous avons, on va avoir la notion des STROC. Ça vous dit quelque chose, les STROC, les marques d'attention. Ça, je pense que ça va vous donner quelque chose que vous allez pouvoir utiliser très rapidement et reconnaître. Les marques d'attention sont les STROC de l'analyse transactionnelle. Donc, on parle des marques d'attention en PNL puisque la PNL est issue en partie de l'hypnose ericksonienne, de l'analyse transactionnelle, des thérapies familiales et de la modélisation de personnes de talent. Donc ce qui est riche avec la PNL, c'est que finalement, on a des données qui viennent un petit peu de partout. Les STROC, on part du principe qu'on a besoin de reconnaissance, on a besoin de marques d'attention. D'accord ? Et on peut avoir des marques d'attention. Quand je vous parle de marques d'attention, vous pensez à quoi comme ça? Un compliment. Ok, compliment. Remerciement. Pardon? Un remerciement. Ouais. Un mot gentil. Un mot gentil. Alors super parce que vous me donnez tous des marques d'attention positives. Et effectivement, une marque d'attention peut être source d'énergie positive, mais aussi négative. C'est-à-dire quand on parle de marque d'attention ou de STROC, c'est la façon dont je porte attention à l'autre. D'accord ? Et là, peut-être vous allez vous reconnaître ou pas. Je te donne souvent un exemple, quand on fait dans les bases PNL, par exemple, on étudie ça. Imaginez, j'ai mon enfant, j'ai mon enfant, je donne toujours le même exemple, hein, tant pis, parce qu'il marche très bien, et puis vous allez comprendre. Je veux que mon enfant range son bol dans le lave-vaisselle, d'accord ? Je lui dis, mon chéri, s'il te plaît, est-ce que tu peux ranger ton bol dans le lave-vaisselle? Je lui fais une demande, ok? Et il le fait, mais alors avec des Kellops tout collés au fond, vous voyez le truc qu'on aime bien, là, voilà, dans le lave-vaisselle. Je rentre et je lui dis, ouais, mais t'as pas rincé. Est-ce que ça lui donne envie de recommencer? Non, d'accord? Je fais ce qu'on appelle du renforcement négatif, ça c'est tiré des études de Skinner. Même si c'est un peu simpliste la façon dont je le dis, le comportement va diminuer. Vous êtes d'accord? Maintenant, il le fait une fois, deux fois, trois fois, et je ne lui dis rien. Est-ce qu'il va avoir envie de recommencer? Pas forcément. Ça s'appelle l'extinction, et ça va diminuer le comportement. D'accord? Maintenant, comment je fais si je veux que mon enfant, dans l'idéal, puisse avoir l'information et faire ce qui est à faire de son mieux? Pardon? On peut le féliciter, tout à fait. On le remercie. Et en plus, On lui montre comment faire mieux. voilà. On peut lui montrer. C'est surtout dans la façon de faire. Ce que je propose et ce qu'on propose dès les bases PNL, c'est la technique du sandwich. C'est super. Tu as mis ton bol dans la vaisselle, merci. Si en plus, éventuellement, tu pouvais ranger, enlever les Kellops, ce serait top. En tout cas, déjà, c'est très bien. D'accord? Je mets du positif, je donne un point d'amélioration et je finis par du positif. C'est la technique du sandwich. D'accord? Pourquoi je porte attention à ça? Parce que, avec plein de bonnes intentions, parfois, l'être humain que nous sommes, faisons des erreurs. L'enfant qui rentre de l'école avec 5 en maths, 16 en français, 18 en géo, qu'est-ce que vous lui dites comme ça spontanément? Pourquoi tu as 5 en maths? Et qu'est-ce qu'on fait? Je porte mon attention sur le négatif, vous êtes d'accord? Et ce n'est pas forcément source de motivation. Je vais faire un cliché. Hein. Imaginez, vraiment cliché, excusez-moi. Hein. Imaginez, monsieur n'est pas un pro du ménage. C'est cliché. Hein. Et il bosse beaucoup, tout ça, il rentre tard le soir. Un jour, il rentre plus tôt et il dit, tiens, je vais faire le ménage. Madame rentre, mais madame d'habitude, c'est elle qui fait le ménage. Et c'est pas comme elle veut, n'est-ce pas? Donc elle va dire,
comme disait ma maman, disait, et les coins, s'ils en veulent, il faut qu'ils s'approchent. Est-ce que ça motive à recommencer? D'accord? Je porte mon attention, vous voyez, et est-ce que vous ne le faites pas, sérieusement? Vous n'avez jamais fait ce genre d'erreur? D'accord. Et je pense que c'est intéressant d'en prendre conscience, n'est-ce pas? Pour motiver les gens, et notamment que ce soit en management, que ce soit dans l'éducation de nos enfants, c'est vraiment intéressant en termes de motivation d'en prendre conscience. D'accord? Donc, les sources d'énergie positives et négatives. On a des marques d'attention qui sont conditionnelles et on a des marques d'attention qui sont inconditionnelles. Les conditionnels, quelque part, c'est lié à une condition. On est plutôt dans le savoir-faire. C'est quand je fais un compliment en disant, par exemple, j'apprécie quand tu me rends ton dossier à l'heure. C'est la condition, c'est le dossier. Ou je n'apprécie pas quand tu me rends ton dossier en retard. Là, c'est une marque d'attention conditionnelle négative. D'accord? On a des conditionnels positives et négatives. Et la marque d'attention inconditionnelle positive, c'est tu es vraiment une belle personne. Ça touche l'être. Inconditionnel négatif, c'était complètement nul. D'accord? Et là, ça fait mal. Et donc, vous voyez, en fonction de tout ce qu'on a entendu, on va intégrer un certain nombre de choses. Dans les marques d'attention, je pense qu'il est intéressant de savoir, effectivement, c'est quelles sources d'énergie positive, négative, c'est qu'elles sont conditionnelles ou inconditionnelles, et chacun a son type préféré. Chacun a son type préféré. Ça, c'est intéressant dans les relations humaines, que ce soit dans la famille, en management. Et moi, je fais le lien, alors c'est pas de l'analyse transactionnelle, là je vais vous parler d'un livre de Gary Chapman qui s'appelle Les langages de l'amour. Peut-être que vous connaissez ce livre, je vous le recommande. Les langages de l'amour, très liés aux marques d'attention, et qui parle des langages de l'amour, mais on peut très bien le relier exactement la même chose au management. Les marques d'attention, les langages de l'amour, lui décrit 5 marques d'attention auxquelles on est sensible. Certaines personnes sont sensibles au service rendu. D'accord? Ils aiment bien qu'on rend service. D'accord? J'ai un emploi, je sais que si je dois partir à 15h parce que mon gamin est malade, mon responsable hiérarchique me laisse partir sans problème, j'apprécie le service rendu. Ok? Donc il y a les services rendus. Certaines autres personnes ne vont pas du tout être sensibles au service rendu, ils ne vont même pas se rendre compte que la boîte a fait un effort pour libérer. Ils vont même pas, ça ne percute pas. D'autres vont être plutôt sensibles aux cadeaux. C'est-à-dire que je me sens reconnue si on me fait un cadeau. D'accord? Un cadeau qui peut être, alors si c'est en entreprise, ça peut être une prime, ça peut être un bon cadeau. Si c'est dans la vie perso, ça peut être on me fait des cadeaux. D'autres vont être plutôt sensibles au moment de qualité. C'est-à-dire on prend un temps ensemble, on discute, on passe un bon moment. En couple, ça peut être on se fait un resto, on prend le temps de discuter autour de l'apéro. Encore l'apéro, vous allez dire, Tania, ça suffit. D'autres vont être sensibles au toucher. Je touche la main. Alors en entreprise, on ne se touche pas la main, enfin ça dépend. Hein. Mais ça peut être la poignée de main, ça peut être la tape sur l'épaule. Et d'autres vont être sensibles j'en oublie un, aux mots. Voilà, aux mots. Alors en couple, on va dire les mots doux. En entreprise, on va parler des compliments, d'accord? Et donc, vous voyez, le truc, c'est que souvent, certaines personnes vont faire des marques d'attention dans leur modèle du monde. C'est-à-dire parce que moi, j'aime bien qu'on me dise des mots doux, je vais dire des mots doux à l'autre. Mais alors l'autre, les mots doux, c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les moments de qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, on fait des erreurs parce qu'on va donner à l'autre ce qui nous semble important pour nous. Est-ce que vous savez, vous, à quoi vous êtes sensible? Moi, je suis sensible à tout. Vous pouvez me faire des cadeaux, tout c'est bon. Hein. Moment de qualité. Moi, je prends tout, perso. Mais c'est vous comme vous. Mais par contre, vous voyez, quelqu'un va dire, en couple, par exemple, on va dire tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Eh bien, tu ne me dis jamais je t'aime. Oui, mais je te fais des cadeaux. Ouais, mais tu ne me dis jamais je t'aime. Oui, mais je te rends service. Oui, mais tu ne me dis jamais je t'aime. Vous voyez ce que je veux dire?
D'autres vont dire, je te fais des... Vous voyez, ça marche dans tous les sens. Donc en fait, c'est intéressant de savoir à quoi on est sensible et à quoi sont sensibles les gens. Pareil en entreprise. Il y a des personnes, vous allez leur rendre des services, ils ne vont pas s'en rendre compte. Il y a des personnes, vous pouvez faire des compliments. S'il n'y a pas le cadeau, ça n'a aucune importance. Et il y en a d'autres, à partir du moment où j'ai le compliment, le reste, ce n'est pas très important. On est tous différents. Vous êtes d'accord? C'est important d'en prendre conscience. Une autre chose dont il est important, quelle heure est-il? Parce que je parle beaucoup là quand même. Ah déjà? Une autre chose dont il est important de prendre conscience, c'est que les marques d'attention, eh bien, on préfère en avoir des négatifs que pas du tout. On préfère en avoir des négatifs que pas du tout. Parce que ça me permet d'exister. Oui, c'est ça, parce que voilà, des fois, il y en a qui ont la sensation d'être transparent. Il n'y a rien de pire que l'ignorance. D'accord? Vous regardez les couples au niveau d'un moment, enfin, au bout de certains couples, pas faire une généralisation, au bout d'un moment, regardez les gens, parfois, ils préfèrent se fighter, ils préfèrent se battre, aller chercher la petite bête qui énerve l'autre, au moins il se passe quelque chose. Ça vous parle, ça? Les enfants vont préférer attirer votre attention jusqu'à avoir une fessée, au moins vous vous êtes occupé d'eux. Et l'être humain que nous ne sommes que des animaux sociaux, on peut tout à fait parfois avoir ce type de comportement. Il faut être humble et s'auto-observer. Ça vous parle, ça? Parfois, ça vaut le coup, quand vous rentrez le soir, vous avez le boulot, vous avez encore des trucs à faire, la cuisine, l'organisation familiale, etc. Eh bien, ça vaut le coup, c'est ce que je dis souvent dans les bases PNL, de prendre 5 minutes face à face avec votre gamin, de le regarder dans les yeux, sans penser en même temps à la tarte aux pommes que vous allez faire et à la facture que vous avez à régler. Un vrai moment de présence à discuter avec une vraie écoute active. Eh bien, vous allez gagner du temps par la suite, parce qu'il a eu sa dose. Vous voyez l'idée un petit peu? C'est pareil en entreprise. Nous ne sommes que des animaux sociaux. Les êtres humains que nous ne sommes que des grands enfants. Et en entreprise, eh bien, quand il n'y a pas assez de marques d'attention, quand il n'y a pas assez de reconnaissance, eh bien, c'est caméra café, hein. C'est la machine à café avec tous les trucs qui se racontent, les rumeurs, et c'est pareil. On est dans un microcosme comme ça. Ça vous parle, ça? Autre chose sur les marques d'attention, eh bien, quand j'en ai reçu, des positifs c'est mieux, hein, c'est facile d'en donner. Mais il y a des gens aussi autour de vous qui n'ont jamais reçu une marque d'attention. D'accord? Et bien pour ces personnes-là, je pense que quand on travaille par exemple dans des milieux difficiles, et des gens et pas que d'ailleurs, parce qu'on peut, sans être dans un milieu social difficile, on peut très bien ne pas avoir eu du tout de marque d'attention, et bien c'est difficile d'en donner. Et quand on n'a pas eu de marque d'attention, et bien recevoir un compliment, c'est compliqué. Est-ce que ça vous arrive jamais qu'on vous donne un compliment, vous avez du mal à dire merci, vous vous excusez d'avoir fait quelque chose de bien? Je vois des oui, j'en vois des oui. Eh bien, c'est un travail sur soi que de recevoir un compliment et de dire merci et de ne pas se justifier. J'ai fait ce travail sur moi. Vous pouvez me faire plein de compliments, maintenant je les prends. J'ai fait ce travail sur moi, je n'acceptais pas les compliments, d'accord? Je n'ai pas été baignée dans les marques d'attention. Une famille de 15 enfants, vous imaginez, on n'a pas le temps, hein. Donc les marques d'attention, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça, vous pouvez mettre ça déjà en place dans votre vie. Moi, je vous poserai une question. Quand est-ce la dernière fois que vous avez fait des marques d'attention aux gens qui vous sont chers? Parce qu'en fait, on est le plus dur avec les gens avec qui sont les proches, n'est-ce pas? Quand est-ce que vous avez fait un petit mot gentil? Quand est-ce que vous avez fait une remarque sur quelque chose qui est j'apprécie quand tu fais ci, j'apprécie quand tu fais ça. Autre chose que les coins, s'ils en veulent, il faut qu'ils s'approchent. Vous voyez l'idée? Donc, ben voyez tout ça, il y a plein d'autres choses à dire sur les marques d'attention, mais ce sont des vecteurs de construction d'un enfant et d'un adulte hyper puissant. Et ça, c'est à portée de la main de chacun. Chacun d'entre nous pouvons faire des marques d'attention et nous en faisons. Et parfois, on en fait des négatifs sans s'en rendre compte. D'accord?
Et c'est pour ça que ce qui est intéressant avec la PNL, quand on connaît tout ça, c'est qu'on va pouvoir justement ajuster notre conversation, ajuster nos comportements, faire attention à la façon dont on parle. On sait par exemple que la forme est beaucoup plus importante que le fond. On dit souvent c'est pas ce que tu m'as dit qui m'a blessé, c'est la façon dont tu me l'as dit. Vous voyez ? Eh bien tout ça, tous ces outils, que ce soit analyse transactionnelle, PNL, Ennéagramme, c'est des outils de développement personnel qui permettent d'être mieux dans sa vie, mais c'est pour ça que je ne suis pas dans sa vie professionnelle aussi. Voilà. Moi, je ne fais pas de différence entre développement personnel et développement professionnel. On est des êtres humains, on communique, on a des émotions, on est en interaction dans tous les domaines de vie. Donc ça, c'est vraiment important. Je finirai juste par une dernière, pour être à peu près dans le timing, pour une dernière donnée qu'on a en analyse transactionnelle. Bon, je pars un peu dans tous les sens, mais au moins ça vous donne un maximum de choses. En fonction de la vie qu'on a eue, on peut aussi avoir eu ce qu'on appelle des injonctions. Alors des injonctions, c'est des messages qui ne sont pas délivrés verbalement, hein. C'est vraiment des messages inconsciemment qui ont été intégrés par l'enfant. Toujours pareil, il n'y a pas une volonté de dire fais ci ou fais ça. Je vous garantis, si vous n'avez pas d'enfant, vous avez du mal à en avoir, à avoir tout ça. Parce que il y a des personnes qui ont entendu, qui ont conclu n'existe pas. D'accord ? N'existe pas. Ça peut être par exemple, ça peut arriver dans le cas où j'ai une famille et j'ai un enfant en situation de handicap qui demande du coup beaucoup d'attention et l'autre qui est en bonne santé. Et du coup, eh bien, quelque part, on va s'occuper plus de l'un que de l'autre. Et quand il va se manifester, on va lui dire « Attends, ton frère a un problème ». L'enfant peut conclure « N'existe pas, je n'ai pas le droit d'exister ». Vous êtes d'accord ? Et ça va se retrouver dans des comportements, dans son travail, etc. Ne sois pas un enfant. Ne sois pas un enfant, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Tu dois être un grand garçon. Imaginez dans une famille, un accident arrive, le papa décède, et on dit au garçon, maintenant c'est toi le chef de famille. Ne sois pas un enfant, tu n'as pas le droit d'être un enfant. Vous êtes d'accord ? Eh bien, l'enfant va grandir avec une responsabilité. Dans le même genre, on peut avoir le ne soit. Alors les deux les plus costauds, je pense, c'est n'existe pas et ne soit pas important. D'accord ? Moi, étant élevée dans une famille de 15 enfants, vous imaginez bien que ma maman, avec toute la douceur et toute sa bonne volonté, comment voulez-vous qu'elle gère 15 gamins ? Moi, j'ai bien développé un ne soit pas important. Hein. Je m'en rends compte maintenant, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait les formations d'analyse transactionnelle. Donc il a fallu que et je retombe encore, on a des patterns bien profonds et ça m'arrive de tomber encore là-dedans. C'est pour ça que c'est intéressant de se connaître et de se reconnaître. Il y a des personnes et qui, tiens, ne sois pas en bonne santé. L'enfant peut tirer cette conclusion, par exemple, s'il a un parent malade ou un frère ou sœur, ou une frère bien sûr, un frère ou une sœur malade, et qu'il conclut qu'on s'occupe de lui parce qu'il est malade. Par exemple, vous êtes d'accord ? Ne sois pas en bonne santé. Ou alors, je n'ai pas le droit d'être en bonne santé parce que mon frère, lui, est malade. Pourquoi moi, je serais en bonne santé ? Vous voyez un petit peu l'idée ? On a plein de messages complètement inconscients. C'est l'interprétation qu'on en fait qui va vraiment définir la vie qu'on va avoir. On a aussi des ne ressens pas. J'ai conclu dans ma vie que c'était tellement douloureux. Il y a un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps comme ça. Un film sur Netflix avec Catherine Deneuve. Un film récent. Un film où un enfant, un petit enfant en Syrie a été et puis son meilleur ami meurt et l'enfant dit la vie est trop difficile, je ne veux plus ressentir. Cet enfant se construit avec un ne ressens pas. Je ne veux plus ressentir de l'amour parce que quand on perd quelqu'un, c'est trop dur. Et là, on a des ne ressens pas. Et donc, ça va, au niveau adulte, on va revoir tout ça. On a aussi
Des personnes ne grandissent pas. Alors ne grandit pas, ça peut être quand on a des comportements en tant que parent. Oh mon bébé, t'es un petit gentil bébé, un petit garçon, mon garçon. J'encourage l'enfant à ne pas grandir parce que moi, en tant que parent, j'ai besoin de materner, j'ai besoin que ce soit mon petit bébé, etc., etc. Et l'enfant peut se dire, ok, là, faut pas que je grandisse, hein, sinon maman va être malheureuse. D'accord? Vous voyez, c'est compliqué l'être humain quand même, hein, franchement. On a aussi des ne pense pas ou ne sois pas proche. Ne sois pas proche, je pense à quelqu'un en particulier autour de moi là, qui a vraiment développé un ne sois pas proche. Heureusement qu'il fait de la PNL parce que il a vraiment un ne sois pas proche. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est, pour créer une relation, waouh, il faut s'accrocher quand même. Il faut y aller. Hein. C'est quelqu'un qui a développé, pourquoi je n'en sais rien, mais qui a développé un ne sois pas proche. Des gens avec qui on va avoir du mal à entrer en relation. Vous êtes d'accord ? Bref, il y a du boulot quand même. Hein. Voilà. La bonne nouvelle de tout ça, je ne vais pas tous vous les détailler puisqu'on est dans le timing, ne pense pas aussi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réfléchir parce qu'à un moment, ils ont intégré le fait de ne réfléchir pas. La bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'on peut changer. J'ai fait une formation d'analyse transactionnelle il y a très longtemps et quand j'ai fini la formation, il y avait quelqu'un dans la salle qui était dans tous ces états. Parce que avec tout ce qu'on lui avait appris, elle avait compris qu'elle avait de gros problèmes, mais elle n'avait pas de solution. D'accord ? Ça, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on veut enseigner ici et l'inverse de ce qui est possible. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est quelle que soit la vie qu'on a eue, quelles que soient les expériences de vie, les conclusions qu'on a tirées à un moment de sa vie, on peut changer. Et ça, on le prouve tous les jours avec les outils PNL et autres outils, avec la PNL dans la vie. Mais il y a vraiment des outils de changement qui vont nous permettre de réévaluer ces décisions inconscientes qu'on a prises à un moment pour avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Puis maintenant, avec toutes les données qu'on connaît sur la neuroscience, sur la plasticité neuronale, sur la mémoire de consolidation, de reconsolidation, bref, il y a plein de choses scientifiques qui nous expliquent pourquoi c'est possible. Et aujourd'hui, quels que soient vos drivers, quels que soient les injonctions que vous avez eues, quelle que soit la vie que vous avez eue, vous avez la possibilité de reprendre votre vie en main et d'en faire ce que vous avez envie de faire. Oh, c'est beau ça, non hein? Moi, je me félicite. Bravo, Tania. Voilà, je conclurai là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Bon, l'idée, c'était de vous donner des panels sur des choses globales. Et bien entendu, quand vous faites la formation d'analyse transactionnelle, on va en profondeur dans chaque item et vous allez mieux vous connaître et mieux vous comprendre. Question? Sur combien de temps on peut changer? Combien de temps? Combien de temps on peut changer? La réponse est trop vague. Je pense qu'on peut changer pas mal de choses. Aujourd'hui, il y a quand même ce qu'on appelle des thérapies brèves, comparé à d'autres qui sont plus longues comme la psychanalyse. Je ne peux pas donner de termes comme ça, mais il y a vraiment des changements qui peuvent être très rapides. Quand on parle de thérapie brève, on parle, par exemple en thérapie comportementale et cognitive, on parle d'une dizaine de séances. Maintenant, c'est sûr que vous avez une vie d'une certaine manière à peu près équilibrée avec de l'attachement, etc. Vous avez un problème, vous allez régler certains trucs très rapidement. Maintenant, c'est sûr que vous avez eu une vie enfermée dans un placard, battue par vous. Il faudra peut-être un peu plus de temps. Vous êtes d'accord ? Mais tout est possible. D'accord ? Il y a vraiment plein de choses de possibles. D'autres questions ? Eh bien écoutez, alors il va bientôt pleuvoir, peut-être sortir avant la pluie. Merci d'être là ce soir, merci à ceux qui nous écoutent aussi à distance. On se retrouve, pour ceux qui veulent, jeudi, avec l'ikigai et la PNL. L'ikigai, donc une technique justement pour travailler sur ses valeurs, sur ses talents, sur ce qu'on a envie de faire de la vie. L'idée c'est de gagner en qualité de vie. Donc ce sera avec grand plaisir. À jeudi soir, si vous le voulez bien. Jeudi soir, si vous le voulez bien. Merci à vous. Merci aussi.